Principale source de devises du pays, le pétrole génère à lui seul plus de la moitié des recettes budgétaires du Gabon. Cela grâce au travail des hommes et des femmes qui prennent parfois trop de risques pour renflouer les caisses de l'État. Le récent incendie mortel qui a coûté la vie à 5 d'entre eux sur le site Bekuna vient encore rappeler les dangers auxquels sont exposés ces employés au quotidien. Mais des employés dont les conditions de vie et de travail ne reflètent pas toujours la mesure des gains générés chaque jour par l'exploitation de l'or noir. Car entre des emplois précaires, des licenciements, des accidents de travail ignorés et le développement des réseaux très complexes de mise à disposition des employés auprès des entreprises utilisatrices qui contournent ainsi leur obligation d'embaucher, la coupe est manifestement pleine pour l'ONEP. L'Organisation nationale des employés du pétrole qui reste mobilisée pour, dit-elle, mettre fin à ce traitement esclavagiste de ceux qui produisent pourtant l'essentiel de la richesse du pays, les victimes du pétrole. C'est un grand reportage de Gabon 24, réalisé à Port-Gentil et ici à Libreville, avec Fred Ndongo, Hicham Goulou et Lindsay Mouba. Mercredi 20 mars 2024. En ce milieu d'après-midi, sur ce site en offshore de Bekuna, exploité par la société franco-britannique Perenco, au large du Gabon, tout commence par une éruption dangereuse d'un puits. Quelques instants plus tard, une explosion, suivie d'un incendie. Bilan, 5 morts, 1 disparu et des blessés. Le pétrole vient encore de frapper. Le drame est certes passé, mais la peur et l'émotion animent encore les autres employés qui se demandent certainement à qui le tour. Ce matin-là, encore émus, les collègues des victimes entament une prière avant de commencer leur service. Nous voulons te dire merci pour ta protection. De la même manière, oh Dieu, durant ce moment, nous pensons aussi pour les familles éprouvées que tu étendes ta main, que tu viennes, Seigneur, apaiser les cœurs qui sont en ce moment touchés, meurtris. Viens déposer ta paix, viens déposer ta sécurité, viens établir une haie de protection. Pour les pétroliers, ce drame de trop est tout simplement inacceptable. J'interpelle le président lui-même. Ce n'est pas possible qu'on puisse traiter les gens. Les gens qui font l'économie du Gabon, qui sont morts accidentellement au front, comme les militaires le font pendant la guerre, on refuse qu'on fasse une marche. Le préfet de Benji, c'est elle qui envoie la lettre au syndicat. La lettre que le syndicat nous a transmise, que la marche a été refusée. Il ne faut pas que l'essor vers la félicité soit un slogan creux. Il faut que quand on parle de ça, on le ressente. Parce que le patriotisme ne doit pas se limiter seulement à se retrouver autour du mât pour saluer le drapeau et chanter la concorde. Non, le patriotisme doit être dans les mœurs. Celui qui interdit une marche pacifique pour rendre hommage à ceux qui sont les faiseurs du budget gabonais, ceux qui travaillent, qui sacrifient leur vie. Pour ça, c'est pas du patriotisme, c'est pas des patriotes. Comment un tel drame a-t-il pu se produire? Aurait-il pu être évité? En attendant les conclusions de l'enquête, l'ONEP, l'Organisation nationale des employés du pétrole, pointe une série d'erreurs. La plateforme où il y a eu l'incident est bien une plateforme de la société Perenco Gabon. Évidemment qu'au regard des vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux avant l'explosion et le questionnement de quelques travailleurs de ce type d'activités qui ont été orchestrées par l'ONEP, il s'avère qu'on a eu plusieurs combinaisons de facteurs mis en jeu. Donc, on a une mauvaise évaluation du risque par rapport au danger imminent que représentait un puits
en éruption parce que c'était le puits Simba 3, un gros producteur et un puits qui était, on va dire, qualifié de éruptif. Associé à cela, on a eu un dysfonctionnement donc, des barrières de sécurité et une perte de maîtrise, on va dire, de l'opération parce que plusieurs instants, les travailleurs assignés donc à ce puits ont tenté, bon gré, mal gré, d'arrêter donc cette éruptivité. Malheureusement, ils n'y ont pas pu. Et le temps passé entre le début de l'éruption et l'explosion, on voit qu'il y avait un temps suffisant qui aurait pu permettre au manager donc, de ce rythme de donner l'ordre d'évacuer. Malheureusement, ce qui n'a pas été fait. Donc tous ces facteurs combinés ont malheureusement amené ce drame. Y a-t-il des missions de contrôle de conformité sur les plateformes pétrolières? Si oui, quelle est leur régularité? Quelles sont les entités qui composent ces missions? Y associe-t-on par exemple les syndicats pour en garantir l'impartialité? D'accord, monsieur le ministre, vous parliez à l'instant des missions de contrôle. Quelle est leur fréquence sur les sites pétroliers, par exemple, pour s'assurer que les normes de sécurité sont respectées et les travaux de maintenance des équipements et autres? Il y a des périodicités qui sont plus ou moins réglementaires, qui sont définies dans le code. Et puis, il y a des contrôles qui peuvent être faits aussi sur simple demande du responsable, donc de la Direction générale des hydrocarbures, qui peut déclencher quelque chose s'il y a une suspicion quelconque et pour susciter un contrôle. L'ONEP, par exemple, estime que le ministère du Pétrole ne l'associe pas à ces missions de contrôle. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble normal ou bien vous estimez que bon, ce sont des employés, vous n'avez pas besoin de les associer, de toute façon c'est l'administration qui fait ces contrôles? Chacun doit se mettre à sa place. Okay? C'est pas quelque chose qui relève de la responsabilité de l'ONEP. L'ONEP, ce n'est pas le seul syndicat qu'on retrouve. Donc, dans ce cas-là, il va falloir mettre tous les syndicats, quoi, hein. Les délégués du personnel, ils sont déjà sur les sites. Les sites que j'ai visités, j'ai rencontré des délégués du personnel sur place. Bon, entre les délégués du personnel et les syndicats, je ne sais pas, hein, ce sont eux qui sont quand même sur le site, ce sont eux qui sont sur place, qui travaillent, qui peuvent nous faire remonter, donc soit directement, soit par le biais de leur confédération, nous faire remonter un certain nombre d'éléments qui pourraient nous permettre d'intervenir maintenant sur place. Mais bon, l'ONEP aussi ou les syndicats, par le biais de leurs délégués du personnel, sont aussi au courant, sont aussi informés que nous, et puis très souvent, ou quelquefois on va dire, viennent jusqu'ici, viennent nous voir pour poser ce genre de problème, des constats que leurs mandants ont fait sur place, et puis on regarde ensemble ce qu'il y a lieu de faire. Est-ce qu'il y a des entreprises qui, à l'issue de ces contrôles, ont déjà reçu, par exemple, des avertissements de la part de votre ministère depuis que vous êtes là, parce qu'elles n'auraient pas respecté telle ou telle autre norme? Il y a des audits qui sont faits régulièrement, et à l'issue de ces audits, ces audits sont sanctionnés par des PV, et puis les sanctions qui sont prévues par... La capacité de vous attaquer à ces entreprises qui sont super puissantes. Oui. J'ai bien compris la réaction de votre collègue. Oui, jusqu'à preuve du contraire, l'État est souverain. Donc c'est à nous qu'il revient justement de sanctionner conformément à la loi. Il ne faut simplement pas le faire d'une manière arbitraire. Si l'incendie de Bekouna a choqué par son ampleur et suscité une réaction du gouvernement, il est loin d'être le seul accident dans le secteur pétrolier où des ouvriers sont victimes d'accidents divers au quotidien. Mais des accidents de travail souvent ignorés, puisque les victimes, sans contrat formel avec leur entreprise utilisatrice, ne peuvent prétendre à une quelconque indemnisation. Est-ce que Perenco va les dédommager dès lors qu'ils ne sont pas considérés comme des employés de Perenco? Mais c'est là où est toute la question. Parce que normalement, dans les procédures de sécurité des installations, on dit le propriétaire de l'installation est garant de la sécurité de tous les travailleurs sur son site. Ça veut dire qu'il y a une responsabilité sociale qui est engagée.
Mais malheureusement, ce travailleur qui vient sur son installation aurait dû avoir un contrat qui le lie à Perenco. Malheureusement, c'est cette mafia-là que nous décrions. C'est-à-dire qu'on a un travailleur qui est sur une prestation X, qui a un contrat avec la société utilisatrice qui est SPI, et SPI a mis ce travailleur chez Perenco. Contractuellement, il n'y a aucun lien entre ce travailleur qui est dans la prestation et Perenco, mais qui s'est retrouvé sur le site de Perenco par l'entremise de SPI OGS. C'est là où on dit qu'il faudrait que les responsabilités et des uns soient engagées, parce que ça veut dire tout simplement que Perenco emploie ce travailleur comme dans le noir, puisqu'il n'y a aucun lien contractuel qui le lie. Le Code du travail définit la notion de co-responsabilité. Donc, à ce titre, les deux sont responsables, hein, aussi bien l'entreprise soit de mise à disposition et l'entreprise utilisatrice, c'est-à-dire l'opérateur. Bon, tel que les choses figurent sur les éléments que nous avons SPI vis-à-vis de Perenco, et ensuite OSI là, vis-à-vis de Perenco. Voilà. Ce sont les deux seuls cas que nous avons et tout. Ce sont les entreprises qui sont responsables. Le gouvernement n'est pas opérateur, le gouvernement n'intervient pas. Le gouvernement est là pour veiller à ce qu'il y ait une certaine équité dans les indemnisations qui vont se faire. Et d'abord qu'elles puissent se faire, et ensuite qu'il y ait une certaine équité et que les dispositions de la loi puissent être respectées. Et qu'en est-il des victimes des précédents accidents? Peuvent-elles prétendre, elles aussi, à cette indemnisation? Si c'est une enquête qui a eu lieu en 2023, c'est gérable. Si c'est... Ah ben 2021, non. On ne peut pas gérer ces enquêtes. Le phénomène est appelé sous-traitance. L'ONEP, l'Organisation nationale des employés du pétrole, elle préfère parler de location des personnels et même d'esclavage. Il s'agit en fait d'un réseau très complexe de mise à disposition des personnels entre les sociétés spécialisées et les grandes firmes pétrolières. On a un acteur qui est fournisseur donc de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre. Et on a une société utilisatrice qui va utiliser donc cette main-d'œuvre qui est mise par une société de mise à disposition du personnel conformément à la loi 20 auprès de cette société utilisatrice-là. Malheureusement, ce qui se passe en ce moment, c'est que, ce que nous décrions d'ailleurs, c'est que nous n'avons plus deux acteurs dans la scène, dans le cadre de la mise à disposition du personnel. Nous nous retrouvons maintenant avec un troisième acteur, voire un quatrième acteur, dans le cas d'espèce, dans l'accident de Perenco. On a une prestation de service qu'on nomme SNPS, qui est dans son cadre légal de mise à disposition du personnel, qui fournit du personnel à SPI OGS. Donc SPI OGS est la société utilisatrice considérée comme utilisateur de cette main-d'œuvre-là. Mais malheureusement, cette société SPI OGS, qui est censée être la société utilisatrice, malheureusement, elle n'a pas des activités pour pouvoir utiliser donc ce travailleur qui est mis à disposition par les agences de location. Cette société, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend encore ce travailleur et le met à disposition auprès d'une autre société utilisatrice, et celle-ci qui est dénommée Perenco. Donc on se retrouve avec un travailleur qui, juridiquement, n'a aucun lien avec Perenco, mais qui se retrouve en train d'effectuer un travail dans la société Perenco, alors qu'il est censé être mis à disposition chez SPI, c'est-à-dire travailler dans l'entreprise SPI ou dans les installations dont SPI est propriétaire. Donc nous avons ce qu'on appelle une cascade de location du personnel qui est strictement interdite par la loi. Les travailleurs qui s'exposent dans ce trio, c'est comme ça qu'on va le dire, parce que la mise à disposition, c'est deux acteurs. Aujourd'hui, on a un trio. Donc, dans ce trio, on a des travailleurs qui laissent leur vie. C'est le cas dans les 6 accidentés de Bécuna.
On a des travailleurs qui sont, on va dire, accidentés, qui sont amputés, par exemple, des doigts, ou bien qui ont eu un accident de travail, étant dans cette situation contractuelle. Et aujourd'hui, beaucoup n'ont pas été dédommagés. Si la pratique est légale, elle donne lieu toutefois à des abus et frise même une sorte de traite des personnes, avec de graves conséquences pour les victimes et leurs entourages. Il est 5 h du matin. Nous avons rendez-vous ce jour-là avec la veuve Raïssa. Après plusieurs minutes de trajet, nous arrivons enfin dans son quartier. C'est ici qu'elle a trouvé refuge, après la disparition de son époux, qui a laissé la vie dans un accident de travail sur un site pétrolier. Ici, dans ce nouveau quartier, le décor tranche littéralement avec l'ancienne vie de Raïssa. Surtout lorsqu'il pleut. Difficile de circuler sans se retrouver les pieds dans les mares d'eau qui occupent la route. Cette maison familiale lui a été cédée par son frère. À l'intérieur de son défunt mari, il ne reste plus que cette photo qu'elle garde jalousement pour entretenir la mémoire de l'homme qu'elle a aimé, mais dont la disparition a bouleversé sa vie. Pourtant, c'est à cette nouvelle vie que doit se résoudre Raïssa pour prendre soin des enfants dont elle assure seule l'éducation désormais. Pour leur apprêter pour qu'ils aillent à l'école. Et là, ils sont déjà debout? Ah, c'est vous qui les réveillez. Docteur, Désiré, il est là, voilà l'école. Tom, Stéphane, Bonjour. Vous allez à l'école? C'est quelle classe? Ah, d'accord. Bonjour. Et vous? Vous allez à l'école, non? Vous êtes dans quelle classe? 4e. Bonjour. Ça va? Et vous, c'est quelle classe? Ah, d'accord. C'est intéressant. Donc, c'est un peu ça. Il n'y a pas le suivi d'accompagnement. Quand le papa vivait, il y avait quand même quelque chose de mieux. Ils allaient à l'école, ils avaient un goûter, ils avaient le sous de taxi, ils s'arrangeaient quand même que les enfants aient le sous de taxi, qu'ils aient le goûter. La petite, elle apprend du côté de Banco, là elle va devoir marcher. Et les autres sont du côté de Nchengue. Ce sera la même chose. Si vous me racontiez un peu comment c'est arrivé cet accident, je comprends que c'est douloureux pour vous. Comment c'est arrivé? Merci. Ça s'est passé le 20 août 2022. J'étais du côté de Libreville à vacances. Et au sortir de là-bas, je vais être interpellée par un de ses collègues. Non seulement on avait parlé en matinée, et après, vers les 10 h, je vais recevoir l'appel d'un de ses collègues qui va m'appeler pour me dire qu'il avait besoin d'un des numéros des grands frères de son collègue, donc Stéphane. J'ai dit, ben moi, j'ai pas leur numéro, mais juste le numéro de sa grande soeur. Il me dit, non, envoie-moi le numéro de sa grande soeur. Je dis, quoi, il y a un problème, parce qu'on a parlé ce matin. Oh non, il n'y a pas de problème. Je dis, non, je trouve ça un peu d'intriguant que vous m'appelez le matin comme ça pour demander le numéro de ma belle-femme. C'est le grand frère qui va m'appeler. Vous me demandez, Raïssa, tu es déjà descendu sur quoi rentrer? Je dis, non, je suis encore à Libreville, mais j'ai déjà payé le billet. Oh non, il faudrait que tu descendes urgemment sur quoi rentrer. Ton époux a fait un accident. Mais son état est critique. Je dis, comment ça? On a parlé ce matin. Et tu me dis que non, il a fait l'accident. C'est impossible. Oh, aussi, il faudrait que tu descendes parce que je viens de recevoir un coup de fil. Et ma petite soeur, là où j'étais descendue, elle était déjà informée. On lui avait déjà dit que nous, mon époux est décédé, mais ne savait pas comment m'informer. C'est comme ça, on allait au port.
On va se renseigner, les agences, comme on a appelé hier à le schéma. Ils vont me dire que l'agence a déjà fermé, revenez demain dimanche. On va voir comment on pourra remédier à la situation. Comme c'est un cas de venir à la maison. Je vais dire à me demander à la petite, mais qu'est-ce qui ne va pas? Dites-moi s'il y a un problème. Oh, je ne sais pas la grande, je ne sais pas. C'est comme ça. Elle va appeler sa maman. Donc la petite soeur, on dit que voici la situation. Moi, je ne peux pas dire ça à ma grande soeur. C'est comme ça. La mère va lui amener la chose. Donc on va écouter de chez ma tante. Raïssa, donc elle va me poser des questions. Raïssa, qu'est-ce que je dis? Je ne sais pas. Je ne sais pas faire de mon époux a fait l'accident. Je ne sais pas. Après, c'est comme ça qu'elle va venir me dire Raïssa. Quand l'accident s'est passé, il est mort sur le chemin. L'accident s'est passé où? Du côté du site Périnco Grand. Donc c'est comme ça, ému, sans voix. Il était le seul à décéder de suite de cet accident. Il était le seul. L'accident s'est passé le matin autour de 10h, 11h par là. Ils ont gardé le corps là-bas toute la journée. Le corps est venu à Port-Gentil. Par les sauveteurs. Il n'y a pas eu une intervention en séance tenante dès que l'accident s'est passé. Donc toute la journée, le corps était là-bas. Dans quelles conditions? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il occupait quel poste là-bas? Il était seul. Donc il était dans le corps. Et depuis qu'il est décédé, est-ce que vous avez reçu de la part de l'entreprise Périnco une assistance quelconque? Non. Il était en CDI? Il était en CDI, contrat de mission. C'est Périnco qui l'employait? Il était sous prestation CDI. Il était d'abord à SNPS. Après SNPS, quand SNPS a dit qu'il devait atteindre ses 2 ans, on n'est pas embauché. C'est comme ça qu'ils ont basculé à la prestation CDI. Donc c'est de là-bas à CDI que la station est passée. Et vous avez essayé de saisir CDI? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? CDI, Périnco, je les ai vus. C'est le jour de la sortie du corps. Ils sont venus s'incliner et ils posaient les gens de jour. Et au sorti de là, CDI va prendre en charge l'année scolaire des enfants 2022 et 2023. Et il va me dire, puisqu'il était en contrat de mission, on prend en charge juste cette année-là. L'année prochaine, donc 2023-2024, ce sera à votre risque. Et c'est ce qui a été fait. Donc ça veut dire que ni les entreprises prestataires, ni Périnco, aucune responsabilité n'a été engagée. Est-ce qu'il a laissé derrière des documents qui prouvent qu'il a appartenu à ces différentes entreprises prestataires jusqu'à son décès à Périnco? Il a laissé les documents de SNPS et les documents aussi de CDC. Je peux le voir au moins. Son parcours, c'était difficile et il était sur les contrats de mission. Donc, contrat de mission, un mois. Donc, ce chemise que j'ai là, c'est son pot de documents. Ces documents, c'est quoi exactement? Ça, ce sont d'abord, là, il y a l'attestation de participation côté de Périnco. Et ici, ce sont les premiers contrats de mission avec SNP. Tous ces lots, ce sont des contrats avec une seule entreprise. Seule prestation, SNPS. Mission 1 mois. Donc là, c'est SNPS, une entreprise prestataire avec laquelle il a eu des contrats renouvelables 1 mois. C'est ce qui fait qu'on ait ce gros lot Oui. de contrats. Oui. Contrat de mission 1 mois. Maintenant,
quand il a fallu qu'il arrive à 2 ans, qu'il soit embauché, c'est comme ça SNPS va l'envoyer dans une autre prestation qui est CDSI. J'aimerais comprendre, SNPS a résilié le contrat ou bien SNPS l'a gardé mais tout en l'envoyant prester ailleurs? Le contrat avait été résilié. Quand il était proche des 2 ans nécessaires pour être embauché, SNPS a résilié le contrat avec lui et l'a envoyé où? À CDSI. Parce que lui-même, il disait qu'il n'avait pas déposé le dossier à CDSI. Mais il était surpris qu'il soit interpellé par CDSI. Après avoir vu son contrat être résilié par SNPS. Oui. Donc, ça aussi, ce sont les contrats. Ça, c'est les contrats de CDSI. Toujours les contrats de CDSI. Un mois. On peut voir la signature de CDSI. Toujours les contrats de Tout ça, c'est aussi un lot de tous les contrats d'1 mois renouvelés avec CDSI après qu'il a vu son contrat être résilié par SNPS. De CDSI, comment s'est-il retrouvé à Perenco? Là, je ne sais pas. Puisque son dossier s'est retrouvé du côté de SNPS, SNPS le met en disposition de SPI. Et SPI, encore là-bas, va le prendre pour le mettre en disposition de Perenco. Si on suit bien le parcours, il y a d'abord eu SNPS. Oui, il y a d'abord eu SNPS. Ensuite, CDSI. Oui. CDSI le met à disposition de SPI. Oui. Et c'est SPI qui le met à disposition de Perenco. C'est à Perenco qu'il est victime d'un accident de travail, accident au cours duquel il laisse la vie. Oui. Est-ce que vous avez entrepris des démarches auprès de toutes ces entreprises pour au moins espérer avoir quelque chose? Que vous ont-elles dit? Je suis allée du côté de CDSI, puisque je sais que c'est là-bas qu'il était. Le chef, il va me dire que là, votre époux est décédé. Dans la logique, Perenco doit vous prendre en charge. Maintenant, par les rumeurs, Perenco va dire qu'il ne peut pas prendre en charge le décès de mon époux Stéphane Moundi parce qu'il n'était pas Perenco direct. Vous dites par le dire des gens, est-ce que vous-même vous êtes allé à Perenco? Non, je ne suis pas allée à Perenco, je suis allée du côté de CDSI. Et du côté de CDSI, M. Eric Ito me disait qu'il devait entreprendre les démarches pour voir ce qu'il pouvait faire. Malheureusement, jusque-là, il n'y a eu rien. Pourquoi n'êtes-vous pas allé vous-même à Perenco? Vous êtes allé voir l'inspection du travail. Non, je ne suis pas partie. Donc, vous n'êtes allé ni à Perenco, ni à l'inspection du travail. Pourquoi? Avant de faire quelque chose, je consulte d'abord mon Dieu. Et depuis lors, vous vivez comment? Vous faites quoi dans la vie? Je ne fais rien. Je vis par la grâce de Dieu. Parfois, je mets dans mes statuts. S'il y a quelqu'un qui cherche une personne pour le passage, pour le ménage, dans la semaine, j'y vais. On m'interpelle, je vais, et si je finis, si c'est 7500 ou 10 000, on me donne et c'est comme ça que je vis. Je viens par les compassions du Seigneur pour attirer l'attention de l'autorité qui se souvient aussi. Parce que le cas Mais le mari de Raïssa est loin d'être la seule victime des ravages de cette mise à disposition des personnels. Documents à l'appui, ces jeunes fustigent le non-respect de la loi par les entreprises pétrolières. Des entreprises qui ont même trouvé une ingéniosité. Résilier les contrats des personnels mis à leur disposition quelques jours avant la signature d'un CDI pour éviter de les embaucher. Nous réclamons l'application de la loi 20. La loi 20 régit la mise à disposition en République gabonaise.
Donc cette loi dit après 2 ans de mise à disposition chez la société utilisatrice, l'employé doit basculer directement. Donc la société utilisatrice doit embaucher le personnel. Ça me fait 3 ans aujourd'hui chez Assala, sur les contrats. J'ai été employé à Assala de janvier 2018 à décembre 2020. C'est à 2 semaines de nos contrats CD qui nous ont rompus. Ils nous ont fait parvenir des notifications de fait de contrat pour éviter de nous embaucher. Justement. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas de figure-là. Parce que si dans les dispositions de la loi, on parle de la rémunération des salaires de l'employé mis à disposition, qui dit que l'employé mis à disposition doit être payé, rémunéré selon la grille salariale de l'entreprise utilisatrice. Tout est mentionné dans les dispositions de cette loi-là, la loi 20. Les rémunérations des salaires, tout est mentionné ici. Maintenant, ce qui se passe avec SPI, c'est que nous ne percevons pas ce que nous devons percevoir. C'est-à-dire quand vous regardez l'écart de salaire avec un technicien d'Assala et celui de SPI, il y a tellement un grand fossé. Nous sollicitons en vain la réaction des entreprises de prestation et de mise à disposition incriminées. Sujet sensible. Aucun responsable n'ose s'exprimer. Seule la SNPS, Société nationale des prestations de services, accepte de se prêter à l'exercice. C'est quoi la SNPS? La SNPS, c'est la Société nationale de prestations de services. Cette entité comprend 2 succursales. SNPSI, intérim, qui fait dans la mise à disposition du personnel, SNPSC, consulting, qui fait de la prestation de services exclusive. Dans la prestation de services, vous faites quoi exactement? Nous faisons de l'assistance technique, du conseil en ingénierie, de l'assistance recrutement, plusieurs services en fait, que nous offrons. Au bénéfice de qui? Différents clients tels que Perenco, Oil & Gas Gabon, tels que Dixton. Parlons de la mise à disposition des personnels. Comment ça se passe? Dans la mise à disposition de personnel, pour cela, il faut déjà qu'il existe un contrat de mise à disposition entre un client et nous. Et ce contrat de mise à disposition donne lieu à des contrats de mission. Donc nous mobilisons du personnel pour nous mettons à disposition pour un client, mais la durée limite de mise à disposition est de 2 ans. Donc on peut avoir des petits contrats renouvelables, mais dans une limite de 2 ans. Au bout des 2 ans, si le client en a toujours besoin, le personnel devra intégrer les effectifs du client. Ça veut dire qu'il doit être embauché? Voilà, si on en a toujours besoin, bien sûr. Toutefois, il faut préciser que la mise à disposition intervient tout simplement parce qu'il peut avoir besoin d'un remplacement d'un personnel permanent chez un client. Auprès de l'entreprise? Auprès d'une entreprise. Bénéficiaire, voilà, utilisatrice. Voilà, d'un client, parce que ce sont nos clients. Ou encore parce qu'il y a un accroissement d'activité pendant un certain temps. Donc ce ne sont pas des postes qui ont vocation en fait à être permanents. Alors, dès qu'une mise à disposition se termine chez une entreprise, que devient l'agent, que devient le personnel qui a été mis à disposition? Comme je le disais en expliquant en fait le principe de la mise à disposition, si c'est pour un accroissement momentané d'activité, lorsque l'activité en fait n'est plus là, le personnel ne peut plus être mobilisé. Parce que même si nous le gardons, pour le placer où? Nous n'avons pas de poste à pourvoir à ce moment-là. C'est la raison pour laquelle dans des contrats de mission que ces agents signent, il y a ce qu'on appelle une prime de précarité. Justement parce qu'on comprend que les emplois qui sont les leurs, en fait, sont précaires. Est-ce que vous l'expliquez comme ça au personnel que vous recrutez pour mettre à disposition des entreprises pétrolières? Est-ce que vous leur dites, là, on vous prend, vous allez travailler par exemple chez Perenco, il est fort probable que vous n'y teniez que pour 2 ou 3 mois. Et après, vous devriez vous retrouver au chômage. Est-ce que vous le leur expliquez comme ça? Lorsque nous recrutons un agent, nous lui expliquons qu'il y a un besoin émis par un client pendant une certaine durée et que nous ne pourrons l'avoir que dans le temps de la durée en fait, du besoin. Donc si c'est pour 3 mois, eh bien, ce sera pour 3 mois en fait, qu'il sera en activité. Si c'est pour 6 mois, ce sera alors pour 6 mois. Aussi longtemps, aussi il faut le préciser en fait, que son travail est apprécié. Donc effectivement, le personnel qui est mis à disposition pour un besoin bien spécifique, en fait, lorsque la tâche pour laquelle ils ont été sollicités en fait, n'a plus lieu d'être,
ils peuvent éventuellement se retrouver au chômage. J'aimerais savoir, sur une période d'1 an par exemple, si vous mettez 200 employés à disposition d'une entreprise pour des contrats de mission, à la fin, combien peuvent être embauchés? La mise à disposition intervient dans le cadre soit d'un remplacement ou d'un accroissement momentané d'activité. Donc à ce moment-là, il est difficile en fait que les employés mis à disposition basculent dans l'entreprise utilisatrice en CDI. Si par exemple le besoin est pour 6 mois, comment vont-ils se retrouver en fait en CDI même s'il s'agit de 100 agents par exemple? Mais pour être factuel avec un de nos clients, qui est la société Baker, en 2022, nous avions à peu près 16 personnes qui étaient mises à disposition. Et arrivé en 2023, sur les 16 mises à disposition, 6 d'entre ces personnes-là, en fait, sont passées en CDI chez Baker. Est-ce que vous voyez? Mais même au sein de Baker, elles n'occupaient pas les mêmes positions. Donc tout dépend aussi des besoins au sein des services dans lesquels ce personnel est mis à disposition. Comment expliquer le recours systématique des entreprises pétrolières à ces réseaux de mise à disposition des personnels? Pourquoi ne peuvent-elles pas recruter directement à travers des appels à candidature, via par exemple le Pôle national de promotion de l'emploi? Mais la question visiblement gêne et aucun d'eux ne veut se risquer à y répondre. Votre correspondant est actuellement occupé. Veuillez rappeler ultérieurement. Visiblement, le directeur général de Total Gabon ne veut certainement pas prendre le téléphone. On espère qu'il va nous rappeler. On va essayer d'attendre dans le courant. Tu as essayé de relancer Perenco. Ah, je crois que c'est lui qui vient de m'envoyer un message. Bonjour Monsieur Nkani, je suis en meeting. Je vous contacte dès que possible. Merci. Voici le message. Bonjour Monsieur Nkani, je suis en meeting. Je vous contacte dès que possible. Tu as essayé de relancer Perenco. Non, Perenco, c'est clair, ils ont été clairs. Ils nous ont dit qu'ils n'étaient pas disposés à parler. Bon, il y a eu des arguments qui ont été donnés. C'est qu'en ce moment, ils sont plus préoccupés par la gestion de l'incendie qui a causé la mort de 6 personnes sur leur site. Et donc pour cela, ils ne peuvent pas parler. Entre non-respect de la loi, trafic d'influence et licenciement abusif, les employés n'en peuvent plus de cette angoisse permanente. Ils se lâchent devant notre caméra. Je considère que c'est un licenciement abusif pour quelqu'un qui a une ancienneté de 17 ans à Perenco, qui n'a jamais fait l'objet de sanctions, c'est-à-dire de blâme, ni d'avertissement, voilà, ni de mise à pied, quoi, pour juste avoir réclamé, c'est-à-dire mes droits, pour avoir réclamé mes droits parce que j'avais été muté à un poste inférieur à mon contrat, ce qui est contraire aux dispositions du Code du travail. Ils disent que j'ai envoyé des informations confidentielles. Voilà, c'est à cause de ça. Et on me dit aussi que non, j'accuse Perenco d'avoir forcé les gens à la vaccination. On me dit que non, puisqu'il y avait une lettre anonyme qui avait été envoyée par quelqu'un que je ne sais pas. On me dit non, j'accuse encore la direction, je suis en train de mentir, j'ai trahi le secret professionnel. Est-ce que ça résulte d'une enquête interne qui avait été menée par Perenco, enquête à l'issue de laquelle, preuve à l'appui, il a été démontré qu'effectivement, vous avez envoyé des courriers appartenant à l'entreprise, à des tiers. Mais il n'y a aucune enquête qui a été faite. Voici le dossier. Je peux vous montrer les images. Si vous lisez bien la notification, c'est parce que j'ai produit ces images-là. Ça, c'est là où je travaillais. C'est-à-dire, ça, par exemple, c'est un récipient, ok? C'est un récipient qui a de la radioactivité. OK. Voilà, ça sont les images. Voilà. Voilà. À l'ONEP, au département des hydrocarbures, y compris au délégué du personnel, y compris à la direction même générale de Perenco, pour prouver que là où ils m'ont envoyé,
ok, comme vous le voyez, hein. Là, ils m'ont envoyé, voilà les images, voilà. Ce n'est pas un magasin, ok. Ils m'ont muté comme magasinier, avec une fiche de poste de magasinier. Alors qu'à IEG, je ne fais pas du magasinage. Vous-même, vous voyez, c'est la décharge. Il y a les boîtes de canettes, voilà. C'est une décharge privée de Perenco. Ce sont ces images que Perenco dit que non, 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 ça c'est confidentiel. Depuis le 25 novembre, on avait émis un préavis de grève pour permettre à l'entreprise LCDG et GSMP de se mettre sur une table de négociation pour étaler ou élaguer tout ce qui n'allait pas au sein de l'entreprise, au chantier du Gabon, qui est la société utilisatrice. Mais depuis tout ce temps, il n'y a jamais eu une discussion franche. GSMP et les chantiers du Gabon nous ont fait que balader. Et jusqu'à ce jour, tous les éléments qu'ils avaient mis dehors, parce qu'il y a plus de 51 personnes, ce n'est pas seulement 51 personnes qu'ils avaient mis dehors. Aujourd'hui, ils entretiennent autre chose. Aujourd'hui, il y a des contrats d'une semaine, il y a des contrats d'1 mois qu'ils font signer aux gares. C'est pourquoi vous voyez que beaucoup ne peuvent pas venir ici. Ce n'est pas parce qu'ils ont peur. Ces gars-là ont peur de se présenter parce qu'ils ne peuvent pas vivre sans le petit contrat. Donc la précarité de l'emploi au niveau de Port-Gentil est entretenue par l'administration gabonaise et les entreprises utilisatrices. Aujourd'hui, 40 Gabonais dans le contrat INIVA total avec EMTP se retrouvent à la maison comme des rigolos. Il y a des ingénieurs. On a les mêmes profils. Les contrats de précarité, aujourd'hui, ne nous permettent pas qu'une banque te prenne au sérieux. Même pas 1 million, on peut t'accorder. Le Gabon n'est plus une colonie. Le Gabon est indépendant, souverain, avec ses institutions et ses lois. Il est inadmissible que nous donnons l'amitié à ceux qui viennent nous apporter notre force de travail et nous soyons matés, méprisés, ridiculisés, menacés de licenciement. Mais dans cette vague de dénonciation, les employés savent qu'ils risquent gros en exposant ainsi les agissements de leurs employeurs. C'est une pratique qui est courante ici à Port-Gentil, qui est le chantage et la pression sur des employés qui sont déjà précarisés. Donc c'est un harcèlement psychologique, moral qui est exercé sur ces employés. Là où je prends la parole, je sais que peut-être mon emploi est menacé à partir de demain. Dès sa publication en 2008, la loi 20, qui consacre une amélioration du statut des travailleurs, a permis des embauches massives des employés qui travaillaient depuis des années sans être embauchés dans les entreprises pétrolières utilisatrices. Mais cela n'a été que de courte durée, puisque les années qui ont suivi, les sociétés de mise à disposition des personnels ont commencé à la contourner, prétextant être des sociétés de prestation de services, donc de sous-traitance et non de mise à disposition. Suite à ce contournement, l'arrêté 1100, signé en 2010 par le ministre du Travail de l'époque, ordonne la fermeture de toutes ces sociétés de mise à disposition et l'embauche systématique de tous les personnels ayant déjà totalisé 12 mois chez les entreprises utilisatrices. Des mesures qui n'ont pas été suivies d'effet à ce jour. Qu'il s'agisse des sociétés qui continuent de faire la mise à disposition ou des entreprises utilisatrices, aucune d'elles ne semble disposée à s'y conformer. Comment expliquer cette violation flagrante de la loi? Entre autres raisons, la complicité de certains responsables administratifs locaux. Il y a des gros conflits d'intérêts dans la précarisation des emplois dans le secteur du pétrole. Pourquoi? Parce que c'est la grande majorité des dirigeants gabonais de ces majors pétrolières ont des prises d'intérêt ou deux fois sont même créateurs de certaines des prestations qui précarisent l'emploi à Port-Gentil. Donc, on ne peut pas être juge et partie. L'inspection du travail, lorsque GSMP nous a mis à la base, ils nous ont proposé le licenciement économique. Et le licenciement économique, selon la loi, il faut que l'entreprise en question perde le contrat. Ce qui n'a pas été le cas.
On a été surpris un jour, la société nous amène les notifications signifiant que nous avions l'ISRAP a accordé qu'on soit licencié économiquement. Alors, nous sommes rapprochés d'abord de l'administration pour avoir le document qui atteste qu'on a été notifié licencié économiquement. Nous sommes partis à l'ISRAP rencontrer l'inspecteur. C'est vous qui avez donné un document administratif nous concernant. Il est bien logique que nous ayons ce document. Alors, l'ISRAP nous a fait comprendre qu'il ne peut pas donner ce document parce qu'il veut se protéger. De qui? Point d'interrogation. On ne connaît pas. Nous rappelons au CTRI, ils ont parlé de la restauration des institutions. Il faut que les institutions soient restaurées au niveau de l'ISRAP. Nous entrons en contact avec l'inspecteur. Bonjour. Alors, je suis Charles Nkani de Gabon 24. Je fais un reportage sur le secteur pétrolier. Je suis présentement à Port-Gentil et donc je voulais vous rencontrer en tant qu'inspecteur spécial du travail chargé du secteur pétrolier justement. Est-ce qu'on peut se rappeler autour de 15 heures? 15 heures aujourd'hui? Rappelez-moi autour de 15 heures s'il vous plaît. D'accord, merci. Je vous en prie. Mais alors qu'il semblait disposé à nous répondre, ce dernier finit par ignorer nos appels, après avoir pris connaissance de notre protocole d'interview. Néanmoins, à Libreville, le ministre du Travail reconnaît des entraves à l'action de l'État par des lobbies en place. J'ai constaté, tout comme vous, qu'effectivement la loi 20, qui est la loi des entreprises de mise à disposition du personnel, ne fonctionnait pas très bien. Pour la simple raison qu'avant le 30 août, il faut le dire, il y a eu un laisser-aller. Parce que lorsqu'il concerne le contrôle, lorsque les inspecteurs du travail, effectivement, étaient sur le terrain, voulaient contrôler les entreprises qui n'appliquaient pas les dispositions de cette loi, ils étaient à chaque fois rappelés à l'ordre. Par qui? Mais par les hautes autorités qui étaient là en place. Non, je vous le dis, par les plus hautes autorités qui étaient sur place. C'est le même phénomène qui s'est passé en Coque, où on avait interdit aux inspecteurs du travail de pénétrer dans la zone économique spéciale d'Hong Kong. Au Gabon, l'industrie pétrolière compte un peu plus de 12 000 employés, dont environ 80% des Gabonais. Mais le diable se trouvant dans les détails. Cette écrasante majorité de Gabonais n'occupe pour la plupart que des postes d'exécution. Une situation humiliante pour l'Organisation nationale des employés du pétrole, qui milite pour une gabonisation véritable des emplois, car il s'agit d'une question de dignité. Plus jamais ça! Plus jamais ça! Plus jamais ça! Plus jamais ça! Comment voulez-vous que l'on travaille et que l'on ne soit pas assuré? Dites avec moi plus jamais ça! Plus jamais ça! Dites avec moi plus jamais ça! Plus jamais ça! Les travailleurs n'occupent que des postes d'exécution. Dans la plupart des sociétés que nous avons, en partant par exemple de SMP, qui est une société de forage, on a la Lorig Nord, la société Bordeling, on a là, dans le cas d'espèce, donc l'unité P115 donc, de Périnco. Les travailleurs ne sont que sur les postes d'exécution, Rostabolt, mécanicien, assistant drilleur, sachant que tous les postes de management eh bien, sont occupés par les staffs expatriés. Que prévoit la loi en matière de main-d'œuvre étrangère au Gabon? Quels sont les quotas d'embauche entre les travailleurs expatriés et nationaux? Au gouvernement, les ministres concernés par la question reconnaissent la nécessité de respecter ces quotas, mais nuancent quand même au regard du faible nombre de nationaux diplômés en ingénierie pétrolière. Les Gabonais, dans la plupart des entreprises, représentent un peu plus de 80%. Un peu plus de 80%. Sauf qu'on n'a pas toujours la même appréciation des choses. Là, il s'agit d'un taux de gabonisation globale. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas tellement le fait qu'on ait un chiffre aussi élevé que ça. Hein. Ce qui nous intéresse, je crois que c'est ce qui vous intéresse aussi, c'est de connaître quel est le taux de gabonisation de l'encadrement. Voilà, la partie de tête, il y a combien de Gabonais sur à peu près
la centaine ou bien les 200 cadres qu'on peut avoir dans une entreprise de 1000 personnes. C'est là qu'il faut travailler. En général, ce sont des taux qui varient entre pratiquement pareil, hein, c'est-à-dire les expatriés représentent à peu près 15 à 20%. Et là, j'exclus les Africains de la zone CEMAC, parce que j'estime que quand on est en zone CEMAC, il y a quand même une libre circulation des gens, auquel cas on peut passer d'un pays à un autre. Et ce que je compte dans les expatriés, ce sont ceux qui sont un peu hors CEMAC. Hors CEMAC, on se retrouve donc à peu près avec ce taux de gabonisation autour de très voisin de 80 à 90% de Gabonais. Ne vous limitez pas à lire cette disposition qui dit 10%, 90% de Gabonais. Il y a des dispositions qui disent que si nous n'avons pas un personnel formé pour occuper cette fonction, on peut déroger à cette disposition. Le véritable problème aujourd'hui, dans beaucoup de secteurs, ce n'est pas seulement le secteur pétrolier, j'étais en coque, même dans au niveau du secteur bois, nous n'avons pas formé nos compatriotes à occuper cette fonction. La même chose qu'on a fait à Port-Gentil, je l'ai fait en coque. Et lors de nos discussions, un directeur général d'une usine est venu me présenter une liste de 70 postes qu'il est prêt à céder aux Gabonais si on en trouve. Je me suis référé au PNPE et il n'y en a pas. Tout ce secteur bois, on l'avait oublié depuis de nombreuses années au bénéfice du pétrole. Voilà la réalité. Le pétrole gabonais est comme un arbre qui cache la forêt. Derrière sa prédominance de poumon économique du pays, gémissent des employés et des familles désemparées, victimes sans doute d'un environnement trop permissif, favorisé toutes ces années par un État qui n'a peut-être pas assez ou presque pas protégé ses citoyens contre la toute-puissance des multinationales. Face à ce constat d'impuissance, les regards restent désormais tournés vers la Commission pour le dialogue social dans le secteur des hydrocarbures, créée récemment par le président de transition Brice Clotaire Oligui Nguema pour mettre sur la table des négociations tous les problèmes posés. Une commission considérée comme seule lueur d'espoir pour redonner leur dignité aux employés qui ne demandent non pas l'aumône, disent-ils, mais simplement l'application de la loi.